Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Cette phrase de Voltaire ouvre le roman visionnaire d'Aldous Huxley. Un monde où les bébés naissent en laboratoire, où le bonheur est obligatoire, où l'amour, la famille, la douleur n'existent plus. Bienvenue dans le meilleur des mondes, le podcast qui explore l'une des dystopies les plus glaçantes du XXe siècle et peut-être la prophétie la plus proche de notre réalité. Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un contraste assez fou. Ce Londres futuriste où tout est calibré pour le bonheur et de l'autre côté une réserve un peu laissée à l'état sauvage avec la maladie, la vieillesse. Exactement, et on va regarder ça à travers des passages précis du meilleur des mondes, les chapitres 5 à 9 de la deuxième partie, si je me souviens bien. C'est ça. L'idée c'est de voir comment ces deux réalités s'entrechoquent à travers les yeux de Lénina, elle qui est formatée pour le plaisir immédiat. De Bernard Marx aussi, cet alpha plus un peu en marge, et puis surtout John, ce jeune homme qui a grandi dans la réserve, mais dont la mère vient du monde civilisé. On va voir comment tout ça bouscule leur vision des choses, leur identité même. Commençons par le monde civilisé, justement. Il y a cette scène, assez marquante, où Lénina et Henry survolent Londres. Et ils discutent, mais alors très calmement, de l'efficacité des crématoriums pour récupérer le phosphore. Ah oui, c'est glaçant de normalité pour eux. C'est le résultat direct du conditionnement, l'hypnopédie dont on parlait. Ces phrases répétées pendant le sommeil, comme « chacun travaille pour tous les autres », ça installe l'idée que chaque caste est utile et qu'au fond, tout le monde est égal sur le plan physico-chimique. Personne ne se pose de questions. Même les loisirs, c'est pareil. La soirée au cabaret de l'abbaye de Westminster, musique synthétique, orgue à parfum. Et le soma, bien sûr, hein, omniprésent, cette drogue qui efface toute contrariété. L'objectif, c'est un contentement permanent, sans vague. Mais ça ne marche pas pour tout le monde, visiblement. Bernard Marx, il l'étonne. Ah oui, Bernard, il se sent complètement à part. Même pendant l'office de solidarité, ce rituel qui est censé créer une fusion collective grâce au soma, au chant, lui, il cherche autre chose, des conversations plus profondes, même la solitude. Ce qui, d'ailleurs, déroute complètement Lénina. Elle ne voit pas comprendre, non? Lui qui refuse parfois le soma, qui dit préférer être lui-même est désagréable. Ça doit être mal vu. Carrément. Et ça lui vaut des ennuis avec son chef, le directeur de l'incubation et du conditionnement, le DIC, une grosse pointure. Il lui reproche son non-conformisme, son individualisme, et il le menace d'exil, en Islande. L'Islande, hein, ça rigole pas. Non, c'est une menace sérieuse, et Bernard panique. Et ce qui est ironique, c'est que le directeur lui-même, il laisse échapper un souvenir un peu trouble de sa propre visite à la réserve, où il a perdu sa compagne. Une bête à moins. Ça crée une sorte de fissure. Une fissure qui prépare le terrain pour la suite, j'imagine. L'arrivée à Malpaïs, la réserve. Et là, pour Lénina, c'est le choc total. Ah ben oui, on imagine passer du monde stérile à la saleté, les odeurs. Voir un vieil homme, la vieillesse naturelle, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Et même une mère qui allaite, elle trouve ça obscène. En plus, elle n'a pas son soma. Donc elle prend tout de plein fouet. Jusqu'au rituel sauvage. Oui, cette cérémonie, les tambours, les danseurs masqués avec des serpents vivants, et puis ce jeune homme qui se fait fouetter en public, violemment, c'est l'horreur absolue pour elle, cette souffrance brute. Et c'est là qu'il tombe sur John. Exactement. Au milieu de tout ça, surgit ce jeune homme blond aux yeux bleus qui se met à citer du Shakespeare. C'est assez surréaliste. Et on découvre son histoire. Il est le fils de Linda. Linda, la femme qui vient du monde civilisé. Vue de Londres, c'est la déchéance. Elle a vieilli, elle est alcoolique au mescal local, rejetée par les gens de la réserve aussi. Elle raconte sa vie difficile, mais elle idéalise toujours le monde civilisé qu'elle a perdu. Et John alors? Lui, il est entre les deux. C'est ça qui est fascinant. Il a été élevé par Linda, qui lui racontait des bribes de ce monde merveilleux, mais en même temps, il était rejeté par la réserve, traité de fils de la chienne. Et sa grande découverte, ça a été un vieux livre de Shakespeare. Shakespeare. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Ça lui a donné des mots. Des mots pour comprendre et nommer des émotions très fortes. L'amour, la haine, surtout pour Popée, l'amant de sa mère, la souffrance. Des choses qui n'existent quasiment plus dans le langage émotionnel du meilleur des mondes. Ça a forgé sa pensée, mais ça l'a aussi isolé. Il cherche un sens, il se sent seul, toujours seul.
Et c'est là qu'il trouve un écho chez Bernard, peut-être? Ce sentiment de solitude? Oui, il y a une connexion inattendue qui se crée entre eux. Et Bernard, lui, il voit tout de suite l'opportunité. Ramener Linda et John, ce serait un coup de maître contre le directeur. Le moyen d'éviter l'Islande. Tout à fait. Alors il contacte directement Mustapha Mionnier, un des administrateurs mondiaux, et il obtient l'autorisation de les ramener. Pour intérêt scientifique, bien sûr. Et John, comment réagit-il? Pour lui, c'est un rêve qui se réalise. Quand il voit Lénina endormie, il est fasciné, presque en adoration. Il cite la tempête. Ô merveille! Il est plein d'espoir, mais aussi d'une naïveté touchante. Il demande à Bernard s'il est marié à Lénina, par exemple. Il ne comprend pas du tout les codes. D'où cette fameuse réplique, à la fin, « Ô nouveau monde admirable qui contient des gens pareils ». Une citation qui sonne terriblement ironique, connaissant la suite. C'est toute l'ironie, oui. Leur retour à Londres va être une véritable collision. On ramène le sauvage, la passion, la souffrance, la mer, la poésie tragique, au cœur de cette société aseptisée. Ça annonce une confrontation fondamentale. Ce qui nous laisse avec une question assez forte pour la suite. Cet idéalisme de John, façonné par Shakespeare et par son isolement, comment est-ce qu'il va pouvoir tenir face à la réalité de ce meilleur des mondes? Est-ce qu'il y a une place pour son intensité, son individualité, dans une société qui a éliminé la souffrance, mais peut-être aussi une part essentielle de l'humanité?